Nous sommes 3 ans après le Big Bang, 3 ans après l'élection de Marie-Guy Dufay à la tête d'une nouvelle région, la Bourgogne-Franche-Comté. Et pour en parler, nous sommes ici à Besançon, dans les locaux de la région. Voisins, partenaires, concurrents, meilleurs amis, meilleurs ennemis, la Franche-Comté et la Bourgogne, c'est tout ça à la fois. Et nous allons essayer, avec Marie-Guy Dufay, de faire le bilan de ces 3 ans, de comprendre le travail de cette collectivité régionale, vous le voyez, dans la tempête qui se lève, dans un monde en pleine transition, avec son opposition, mais aussi avec des représentants de ce qui fait notre région. On rejoint tout de suite Catherine à l'intérieur avec Marie-Guy Dufay et tous les invités. Bonjour à tous et bienvenue dans le salon Raymond Forny, donc à Besançon. Merci à Marie-Guy Dufay, la présidente socialiste du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, de nous accueillir ici, chez elle. Alors je vous présente les invités et les différents thèmes que nous allons aborder au cours de cette heure d'émission. Tout d'abord, nous allons parler des territoires avec Bruno Bethenot, président des maires ruraux de Côte-d'Or. Nous allons parler agriculture avec deux agriculteurs, Thierry Chalmin et Jérôme Gaujard. Transition écologique et transport avec Claire Mallard d'Europe Écologie Les Verts et Patrick Noblet de la FNAUT. Et puis un large dossier sera consacré à l'économie. Nous avons invité Philippe Pillot qui est syndicaliste force ouvrière chez Alstom et David Butet qui est le patron du MEDEF de Côte-d'Or. Nous comptons sur Karim Demnati, étudiant et vice-président de l'université pour nous parler jeunesse et enseignement supérieur. Vincent Petit, enseignant, a travaillé sur l'histoire et la fusion. Et puis Sandrine Décembre, elle, nous dira tout sur l'image de la Bourgogne-Franche-Comté sur les réseaux sociaux. Je n'oublie pas, bien sûr, les deux conseillers régionaux d'opposition, Hélène Pélissard des Républicains, qui représente ici le groupe LR-UDI, et Julien Audoul, qui est le président du groupe Rassemblement national à la région. On se souvient que cette fusion des régions a été discutée. On se souvient aussi que la Bourgogne-Franche-Comté était pilote dans le mouvement. Donc la première question que nous allons nous poser, vous poser 3 ans après, c'est est-ce que ça valait la peine? Est-ce que les citoyens, est-ce que les territoires de la région s'y retrouvent? Est-ce que quelque chose a été créé? Et en commençant, Marie-Guy Dufay, par vous demander pourquoi vous souhaitiez que cette émission se déroule à Besançon? On sait que la vie politique se passe entre Dijon et Besançon. Est-ce que c'est parce qu'il faut équilibrer encore et toujours 3 ans après? Oh, ne cherchez pas trop. Besançon est le siège de la région, le siège politique de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc ça me semblait normal à l'occasion de ce bilan. Alors permettez-moi de vous accueillir, puis de vous dire mon émotion de vous accueillir ici dans le salon Raymond Forny, avec une sculpture là qui a été faite à la mémoire de Raymond Forny, donc c'est pour moi un moment de très très grande émotion. Est-ce que vous pensez 3 ans plus tard que la région, c'est toujours l'échelon qui est pertinent? Écoutez, aujourd'hui, le fait régional s'impose. Vous dire que les institutions sont au top dans notre région, je ne dirais pas ça. Et la complexité institutionnelle, elle est là. Mais en même temps, le fait régional s'impose. Il n'y a pas un secteur d'activité, que ce soit économie, agriculture, écologie, transport, qui n'en appelle à la région chaque jour en disant « mais que va faire la région? Comment la région va compléter tel plan de financement? Que fait la région? Que nous conseille la région ?» Le fait régional s'impose. Donc il nous faut être à la hauteur de cette attente. On va commencer tout de suite par parler des territoires avec Bruno Bethenot. C'est le maire d'Arceaux, 900 habitants. Il est président de l'association des maires ruraux de Côte-d'Or. Vous avez la parole pour parler des territoires et de la ruralité, monsieur Bethenot. Oui, merci. Madame la Présidente, oui, le fait régional s'impose. Et il s'impose d'autant plus à nos territoires ruraux, qui souvent ont été plus ou moins délaissés dans les différentes politiques. Alors, ce n'est pas forcément par une manque de volonté, c'est sans doute par une manque de cohérence dans les volontés. On le voit à différents niveaux. Aujourd'hui, on est sur les 3 ans de gestion d'un nouveau mandat sur les grandes régions. On ne va pas refaire le débat du pour ou contre les grandes régions, ça nous emmènera à rien. Seulement, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu de la gestion, je dirais, de l'intendance, pour faire simple, et qu'on a perdu un petit peu de temps dans l'application de certains programmes. Et les territoires ruraux en ont, entre guillemets, un peu souffert. Notamment, on peut prendre cela comme sujet sur les fonds européens. Les fonds européens sont quelque chose de très complexe
Et je ne mets pas la cause sur le Conseil régional de Bourgogne, je mets la cause sur l'évolution législative qui a fait qu'on a forcé des regroupements sans forcément trop d'études d'impact. Et l'intendance a fait que ces problèmes devaient être réglés et les problèmes concrets de contractualisation ont pris du retard. On va laisser Marie-Guilde Dufay répondre à cette question. Très la rapidement. ruralité. Très rapidement, la ruralité, c'est un enjeu essentiel pour notre région. Pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles dans notre région. C'est la présence très forte de la ruralité et puis le poids industriel. Donc ça marque notre région. Nous avons décidé de mettre en place des contrats avec tous les niveaux de territoire. Qui dit contrat dit engagement financier pour partager avec tous les territoires leurs besoins et mettre des moyens en face. Donc nous avons une politique qui est destinée à la fois aux grandes villes, à la métropole dijonnaise et aux autres villes, et à toute la ruralité, puisque nous avons 35 contrats dans la ruralité, 90 millions d'euros d'engagés. Mais quand vous faites allusion au retard pris dans le cadre des fonds européens, vous faites probablement allusion au programme LEADER, qui est un très très bon programme, effectivement, pour amener des fonds européens sur des programmes de développement rural. Et ce programme ne marche pas. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas la faute de la région. C'est la faute de l'Europe ? C'est la faute de tout le monde. Je suis en train d'interpeller... Vous savez qu'on a des élections européennes à la fin du mois de mai. Non, je pense que c'est beaucoup plus la faute de l'État français. Parce qu'il y a aujourd'hui quand même une difficulté de l'État à considérer que les régions sont devenues autorités de gestion à part entière. Et il y a encore beaucoup de décisions, bien qu'on soit autorité de gestion, c'est-à-dire que nous, on voit l'argent passer, on l'attribue, on instruit les dossiers, on l'attribue, mais les règles, elles sont encore fixées au niveau de l'État. Et sur les fonds leaders, il y a eu une avalanche de retard technique, de retard dans la gestion des outils, de changement des modes d'instruction des dossiers. C'est l'illustration même d'une procédure qui ne fonctionne pas. Donc je suis d'accord avec vous et je suis en train d'interpeller l'État sur cette question. Vous avez parlé de l'axe Dijon-Besançon. Attendez une seconde, on va donner la parole à Karim Benati, si ça ne vous dérange pas. Parce que justement, comme on parlait de l'axe Dijon-Besançon, Karim Benati, qui est étudiant en médecine, qui a 25 ans, il est également vice-président de l'université. Il a une question à vous poser justement sur cet axe Besançon-Dijon. Bonjour Madame Dufay. Vous savez certainement que l'Université de Bourgogne et l'Université de Franche-Comté collaborent ensemble, notamment dans le cadre de certaines formations co-accréditées, donc, où les étudiants ont des cours à Besançon et à Dijon. Et pour certains d'entre eux, donc ça représente entre 200 et 300 étudiants au total, ils sont amenés donc à se déplacer entre Besançon et Dijon. Et jusqu'à aujourd'hui, la région compensait une bonne partie des frais de déplacement qui étaient engendrés justement par ces cours. Donc, est-ce que la région compte renouveler l'opération pour la rentrée 2019 ? Et par extension, que comptez-vous faire pour améliorer le transport donc, entre l'axe Besançon-Dijon, justement pour les étudiants en général, puisque un étudiant de moins de 25 ans paye notamment 15 € donc aller-retour en TER, et plus de 25 ans paye 30 €. T'as entendu que les TER, on en reparlera aussi après, de façon plus générale. Je pense que nous n'avons pas l'intention de revenir en arrière par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour faciliter effectivement les échanges d'étudiants entre Dijon et Besançon. Mais vous savez, sur l'axe Dijon-Besançon, en termes d'offres de transport, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même très, très conséquent. Et puis, quant aux tarifs, ils sont aussi aujourd'hui parmi les plus bas de France, ce qui nous a amené, mais on y reviendra tout à l'heure probablement, à avoir une augmentation de fréquentation. Donc je ne suis pas sûre que le premier combat, ça soit celui de la mobilité pour les étudiants entre Dijon et Besançon. Mais le combat pour l'université, c'est vraiment que les universitaires de Bourgogne et de Franche-Comté, que l'université de Bourgogne, l'université de Franche-Comté et l'UTBM prennent les moyens de travailler ensemble, d'avoir une voix unique pour défendre, notamment à l'international, le grand programme de labellisation. Parce que pour l'instant, ça ne marche pas bien. Parce qu'aujourd'hui, on me dit depuis 2 mois que les choses s'améliorent. Il y a eu un conseil d'administration de la Commu, qui est donc l'établissement qui rassemble nos 3 universités et tous les établissements universitaires. Il y a une amélioration, il y a un enjeu très fort,
Cette université qui est très forte, qui a des laboratoires à la pointe, qui ont un niveau européen de reconnaissance, ils ont un label à maintenir, ça s'appelle le label ISIT, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Derrière, c'est beaucoup d'argent, et il faut vraiment qu'ils arrivent à renouveler ce label. Est-ce que le fait qu'ils aient du mal à fonctionner ensemble, c'est un petit peu un effet de la difficulté, au bout de 3 ans, d'avoir créé quelque chose de nouveau? Est-ce que c'en est un symptôme? Est-ce que vous le voyez comme ça? Non, l'université a commencé à travailler ensemble, entre Bourgogne et Franche-Comté, bien avant la fusion. Donc ça n'a rien à voir. Mais il y a une difficulté intrinsèque, on le voit. Qu'est-ce que vous pensez de François Rebsamen, le maire de Dijon, qui, lors des journées portes ouvertes de l'université de Franche-Comté, a fait une campagne de 4x3 dans les rues de la ville pour vanter Dijon, capitale régionale de l'université? Écoutez, ce que je pense, c'est la traduction que l'Université de Bourgogne-Franche-Comté n'est pas à la hauteur de l'enjeu qui est le sien. Parce que la campagne, elle devrait être Université Bourgogne-Franche-Comté, à la fois en interne, dans toute notre région, pour dire tout le potentiel qu'il y a pour les étudiants dans notre université, et surtout, elle devrait être à l'extérieur, dans les régions voisines, pour attirer les étudiants dans notre région. Parce qu'on a vraiment des enseignants qui sont top, on a des chercheurs qui sont reconnus au niveau européen, on a vraiment des très très bons atouts au niveau universitaire et on ne sait pas aujourd'hui les communiquer. Donc moi je m'adresse à l'université, réveillez-vous. Mais l'université elle le sait, je n'ai cessé depuis 3 ans de tenir ce discours, allant même jusqu'à menacer de retirer des crédits parce que la région amène des crédits importants à l'université. Mais nous n'en sommes pas là, je suis sûre que la raison l'emportera, mais il est temps, il est temps. Hélène, on va faire un peu de politique aussi. Il y a la représentation de la société civile et puis les groupes d'opposition. Hélène Pélissard, 3 ans après le démarrage de cette nouvelle région. Est-ce que vous auriez fait pareil? Mais 3 ans après, le fait régional, eh bien, écoutez, pour le moment, dans la région, c'est une augmentation des frais de fonctionnement, c'est une augmentation des impôts pour les francs-comtois, puisqu'on a remonté les cartes grises de 36 à 51 € et on a enlevé 16 millions de pouvoir d'achat aux francs-comtois. Le fait régional, aujourd'hui, il fonctionne pas. Il y a l'organisation en miroir de cette région fait une multiplication du nombre de fonctionnaires, ça ne marche pas. Alors la faute... On va donner la parole à Julien Audoul, si ça ne vous dérange pas, oui, pour le Rassemblement national. Je voudrais vous dire un mot après sur la commu. Oui, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est pourquoi cette fusion elle a été décidée. Clairement, ce n'était pas pour améliorer le quotidien des habitants, ce n'était pas pour renforcer nos territoires. Cette fusion qui était décidée par François Hollande et accompagnée par Marie-Guilde Dufay, c'était pour répondre aux desiderata de l'Union européenne, pour affaiblir les États-nations et participer de cette vision fédéraliste. Il faut le rappeler, la fusion, c'est ça. Et puis ensuite, pour les Bourguignons et les Francs-Comtois, la fusion, on peut dire que c'est trahison et mensonge. Mensonge, puisque Marie-Guilde Dufay, sur France 3, en juin 2014, annonçait évidemment, il y aura des économies. Faux, puisque les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 11%. Elle disait également, donc sur France 3, pareil à la même date, vous avez n'est-ce pas, oui, n'est-ce pas elle disait également que la priorité des priorités, c'était le dynamisme économique. Alors que le chômage a augmenté, on va déjà faire répondre Marie-Guilde Dufay là-dessus, et après vous aurez à nouveau et puis un la parole. détail important, elle a dit aussi que c'était plus de proximité. Ce qui est totalement faux, puisque nos compatriotes le voient, notamment une étude de l'Institut Montaigne qui montre que 82% des Bourguignons et des Francs-Comtois déplorent la suppression des services publics de proximité. Marie-Guilde Dufay, vous pouvez répondre? Oui, alors l'explosion des frais de fonctionnement, il faut faire très attention à ce dont on parle. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté à la région, oui, pour augmenter le service apporté aux citoyens, pour augmenter le service public, c'est-à-dire les dépenses d'intervention de la région, pour la formation des demandeurs d'emploi, pour le fonctionnement des trains, pour le fonctionnement des lycées. Oui, nous avons augmenté. L'addition des 2 budgets de Bourgogne et de Franche-Comté, c'était 300 millions d'investissements. On est aujourd'hui à 500 millions d'investissements. Donc oui, nous avons augmenté les dépenses d'intervention au service du développement de notre région. Nous n'avons pas
augmenter le nombre de fonctionnaires, comme je viens d'entendre, et nous avons fait des économies. Oui, il y a eu des économies sur ce qu'on appelle les charges fonctionnelles, sur des procédures d'achat, sur des études, qui au lieu d'être... économies, ça correspondait j'allais dire, au bon ordre de départ. On a fait des économies, mais ça veut dire quoi faire des économies? Est-ce que c'est sur le dos des services qu'on rend aux citoyens ou est-ce que c'est sur autre chose? Si c'est sur autre chose, c'est epsilon dans le budget d'une région. Et moi, je vois d'autres régions qui ne sont pas de ma famille, qui se sont targuées et vantées dès le début du mandat de faire des économies parce qu'elles ont réduit le train de vie de la région, les réceptions, les chauffeurs, les voitures. Mais nous, on n'avait pas un train de vie. Donc, on n'avait pas à faire ce type d'économie. Donc, il faut faire très attention. Et quand je vois, il y a un ratio qui s'appelle le taux d'administration, où on compare le nombre de personnes qui travaillent dans la collectivité par rapport à l'ensemble du budget. Notre budget, il a augmenté d'un tiers. Et le nombre de personnes dans la collectivité, il est le même. C'est-à-dire qu'on a toujours le même nombre de personnes pour traiter un tiers de démarches en plus, parce qu'on a voulu augmenter. On a pris en général le meilleur de la Bourgogne et le meilleur de la Franche-Comté, que ça soit au service de la culture, du développement économique, de l'écologie. Et effectivement, on s'est donné les moyens d'augmenter parce qu'on avait des ratios financiers qui nous le permettaient. Nous avons été élus pour faire du développement, pour pousser ce développement. Vous avez dit le meilleur de la Bourgogne, le meilleur de la Franche-Comté, ça nous permet de rebondir. Sandrine Descamps, on vous invite parce que vous êtes spécialiste de la communication numérique. Et est-ce qu'elle existe, de votre point de vue, la Bourgogne-Franche-Comté, 3 ans après? Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'elle existe? Pour ma part, je vais en revenir à une question concernant la ruralité, qui, pour moi, est au cœur de nos vies, qui que nous soyons. La ruralité, c'est important. On est dans nos villages, dans nos petites villes. On ne vit pas tous dans des grandes villes. Alors, peut-on faire déjà des économies aujourd'hui, à l'heure du numérique, lorsque l'on souhaite vivre dans ces petits villages et dans ces villes et y travailler? Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, le très haut débit, c'est la question que je vais vous poser, le très haut débit, c'est l'équivalent de l'eau et de l'électricité aujourd'hui. Alors, c'est pas, malheureusement, je dirais, ou heureusement, pour une experte en numérique, c'est un peu compliqué de dire ça, mais c'est pas le débat. Toutefois, aujourd'hui, où en est-on à l'ère du numérique, Madame Dufay? Est-ce que vous pouvez nous dire, je crois qu'on a 160 millions, me semble-t-il, alors je me trompe peut-être, d'investissement sur le numérique. Où en est-on en termes d'inclusion et de ruralité en particulier? Mais ça, c'est le sujet numéro 1 pour la ruralité. Moi, je crois à l'avenir de la ruralité à partir du moment où il y aura la fibre partout. Et donc, aujourd'hui, nous sommes massivement engagés aux côtés des départements, parce que ce sont les départements qui ont la maîtrise d'œuvre sur les travaux pour amener la fibre. Et nous sommes massivement, à hauteur de 160 millions d'euros, vous avez parfaitement raison, à leur côté. Et nous avons même mis en place des procédés pour que, s'ils vont encore plus vite, ils soient bonifiés. Et puis, il y a des territoires ruraux où on sait que de toute façon, malgré les efforts de tout le monde, la fibre, on ne l'aura pas avant 4 ans ou 5 ans. Et donc, on s'est donné les moyens d'amener néanmoins du très haut débit par une autre technologie, qui est une technologie radio, par la voie hertzienne. Ça s'appelle la technologie R-Cube. Et donc, nous avons un programme qui se déploie et qui permet que dans les ruralités vraiment éloignées, où la fibre n'arrivera pas avant 4 ou 5 ans, néanmoins, il y ait du très haut débit à disposition. C'est R-Cube, et en plus, tous les frais d'installation de ce réseau R-Cube sont complètement pris par la région. C'est totalement gratuit pour les communes. Donc après, effectivement, l'usager a son abonnement à faire. J'abuse. Encore une question. Le ministère en charge du numérique devait signer une charte concernant l'inclusion. Où en est-on ? Oui, mais on travaille. Je pense qu'on est reconnu comme une région expérimentale par rapport à cette question, parce qu'on veut développer, une fois qu'on a installé les infrastructures pour numérique, il faut développer les usages. Et là, on est dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la santé, le domaine des lycées, le domaine de l'économie. On est complètement engagé dans cette affaire-là, avec le souci qu'effectivement, ceux qui sont peut-être les plus éloignés de ces usages soient formés. Donc, on a un gros programme de formation à ce niveau-là. On va donner maintenant la parole à Vincent Petit, qui est professeur d'histoire, qui a publié un livre. Comment peut-on encore être franc-comtois? Alors vous étiez très inquiet il y a 3-4 ans justement que Dijon et Besançon tirent la couverture à elle. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez travaillé sur ce sujet.
J'ai regardé les manifestations des Gilets jaunes, comme tous, et j'ai été frappé par de voir les drapeaux régionaux qu'on trouvait parfois donc, dans ces manifestations. Et ma question, elle est très simple. Est-ce que finalement, la fusion et ces grandes régions, et je ne parle pas uniquement de la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi on pourrait parler de Grand Est, ou bien de l'Occitanie, ou de la Nouvelle-Aquitaine, mais finalement, est-ce que ces grandes régions, finalement, n'aggravent-elles pas le processus de métropolisation décrit par Christophe Guilly, et finalement aggrave en fait la fracture territoriale entre les Français. Et effectivement, entre Besançon et Dijon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour ces deux villes. Mais moi, je pense aux périphéries de la grande région, je pense au Nord-Franche-Comté, je pense au Haut-Jura, au Haut-Doubs, au Châtillonnais, une partie de la Nièvre. Donc voilà, ma question est toute simple. Est-ce que ces grandes régions, finalement, n'aggravent-elles pas ce processus de métropolisation qui est finalement une injustice territoriale criante pour les Français d'aujourd'hui ? Notre démarche, c'est de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre la ruralité et la métropolisation. C'est pour ça que nous nous sommes engagés dans une politique de contractualisation, de passer des contrats non seulement avec les villes, qui doivent être aidées notamment dans leurs charges universitaires, de recherche. Enfin, les villes, elles dépensent de l'argent, pas simplement pour leurs citoyens, mais pour tous ceux qui viennent étudier, qui viennent travailler dans la ville. Donc il y a des charges particulières à faire prendre en compte. Donc nous avons des contrats avec Dijon, avec Besançon, avec le Nord-Franche-Comté, avec le Creusot, mais nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, des contrats avec tous les territoires. Et notre mantra un peu ici, à la région, c'est vraiment de se dire que parce que la région s'est agrandie, il fallait travailler la carte de la proximité. Et la proximité, c'est ces contrats avec tous les territoires, c'est la mobilité aussi, aujourd'hui, et puisqu'on aborde la deuxième partie du mandat, les questions de mobilité, les questions de vie et de travail en milieu rural sont des questions qui sont en train de prendre de l'importance. Nous avons une assemblée plénière dans 15 jours où nous allons proposer un certain nombre de mesures et notamment des mesures liées à la mobilité en milieu rural tout à fait expérimentales au niveau français. Alors la deuxième partie de cette émission s'intitule « La région dans un monde en transition ». Nous allons parler des évolutions en agriculture, de la transition énergétique et aussi des transports. Notre région est la région la plus rurale de France, juste derrière la Corse. Il y a seulement 59 habitants au kilomètre carré. Alors la crise des Gilets jaunes, Vincent Petit en a parlé, a démarré avec la taxe sur les carburants. Elle a mobilisé massivement chez nous. Et justement, les transports, c'est l'une des compétences fortes de la région. Elle y consacre son premier poste de dépense avec 600 millions sur un budget de 1,6 milliard. Et nous allons poser tout de suite la question à Patrick Noblet. C'est le vice-président de la FNOT. La FNOT, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Donc, Monsieur Noblet, vous voulez interroger Marie-Guy Dufay sur sa politique ferroviaire, notamment sur les TER et sur les TGV. Vous avez oui, pas uniquement effectivement ferroviaire, mais de mobilité en général, d'ailleurs. Oui, Madame la Présidente, vous connaissez la sensibilité de nos concitoyens sur le sujet mobilité. La loi a donné à la région le rôle de chef de file en matière de mobilité. Elle lui a donné les compétences. TER, maintenant bus départementaux, transport scolaire, centrale de mobilité, autonomie tarifaire. Et il faut reconnaître que dans ce domaine, de gros efforts ont été faits. Et effectivement, la région consacre près de 40% de son budget, c'est énorme, à la mobilité. Vous allez avoir un nouveau levier avec l'élaboration du schéma régional de l'aménagement et de développement durable, je fais court, qui va s'imposer à toutes les collectivités. Alors dans ce contexte, vous avez toutes les cartes en main pour la mobilité. Quelle ambition pour une mobilité durable, intermodale et tarifaire, et qui s'imposera sur tout le territoire de Bourgogne-Franche-Comté? Vaste question. L'ambition, elle est au rendez-vous. L'enjeu, il est fondamental et effectivement, il n'y a pas de développement sans mobilité et il n'y a pas de développement de la ruralité et de vie dans la ruralité s'il n'y a pas de mobilité. Mais le sujet, il est partout. Donc notre ambition, elle est énorme. Donc déjà, au niveau des TER, qui est notre première compétence, plus de trains, c'est l'expression de notre nouvelle convention avec les TER, puisqu'on a 10 000 places supplémentaires. Des trains qui soient plus réguliers, qui arrivent davantage à l'heure. Donc ça, c'est conditionné par les travaux qui sont faits sur les voies. Ça, c'est un peu une pierre dans le jardin de la SNCF. Oui. Des tarifs, puisque nous avons une liberté de fixer les tarifs, eh bien, qui tiennent compte des questions de pouvoir d'achat. Nous avons sur les tarifs occasionnels
les tarifs les plus bas de France, nous avions fait un pari de baisser énormément les tarifs en espérant que cela amènerait de la population. Le pari, il a été réussi puisqu'on a doublé le nombre de jeunes qui fréquentent nos lignes. Je parle sur les tarifs occasionnels. Sur les abonnements, nous avons élevé les tarifs il y a 2 mois parce qu'ils n'avaient pas été relevés depuis 5 ans, avec des ajustements qui ont été nécessaires parce qu'il y a eu une information qui n'a pas été, disons, au top en direction des usagers. Donc j'ai voulu qu'effectivement les usagers aient 1 mois gratuit ou 2 mois gratuits pour compenser, mais autrement, on est vraiment dans une ligne qui tient vraiment compte des questions de pouvoir d'achat. Au-delà des TER, il y a la mobilité en milieu rural. Là où il n'y a pas de TER, on fait comment? Et la crise des Gilets jaunes, elle est partie de ça, des personnes qui habitent en milieu rural et qui ont du mal à terminer leur fin de mois, notamment avec l'augmentation des coûts de l'essence. Donc il y avait la taxe carbone qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc j'ai souhaité, à cette occasion, faire un travail de co-construction avec le monde économique, avec les partenaires des entreprises, parce que les salariés qui habitent en milieu rural, ils ont un peu une double peine. Ceux qui habitent en milieu urbain, ils peuvent se faire rembourser par leurs employeurs la moitié de leur, c'est la loi, de leurs frais de déplacement. En ruralité, il n'y a rien. Alors vous leur proposez quoi? Parce que co-construction, c'est très flou. Co-construction, c'est qu'on travaille ensemble. D'accord. Donc j'ai travaillé avec... pour inventer quoi? J'ai travaillé avec le MEDEF, avec la CPME et avec l'UDP, le monde de l'artisanat, pour aboutir à un ticket mobilité. Il y a des tickets restaurants dans les entreprises, là qu'on mette en place un ticket mobilité pour les personnes qui habitent en milieu rural et puis qui remplissent un certain nombre de conditions en termes de distance et de salaire, par exemple. On a l'élément. Je voulais relancer. Claire Mallard, prenez le micro. De votre point de vue, du point de vue d'Europe Écologie, ce que propose Marie-Guy Dufay, ce que propose la région en termes de mobilité aujourd'hui et de nouveautés peut-être dans les mobilités, est-ce que pour vous c'est à la hauteur? Est-ce que c'est ça que vous avez envie de... Nous, très concrètement, on a des solutions. Aujourd'hui, on ne comprend pas que la région continue à investir dans 2 aéroports régionaux, Doltavo et Dijon-Bourgogne, qui sont pourtant déficitaires, sans retombées économiques locales pour les territoires, comme l'a démontré la Cour des comptes. Et on pense que la région ferait mieux de mettre cet argent, de ces 2 puissants fonds, il faut quand même dire ce qu'ils sont, sur la modernisation des réseaux de trains pour permettre aux habitants rapidement de se déplacer sans leur voiture et de réduire le nombre de camions sur les routes. Ça aussi, c'est un enjeu. Et on regrette fortement aussi, au lieu que vous ayez supprimé les haltes ferroviaires de Neuilly-les-Dijon, de Frasnes et de Villers-les-Paux, et que la modernisation du tronçon Chagny-Nevers de la VFCEA ne se mette pas en route on va très rapidement. Marie-Guy Dufay répondre sur cette question. Alors les aéroports, d'abord, celui de Dijon n'est pas déficitaire et celui de Doltavo, alors aujourd'hui il est déficitaire. Moi j'ai toujours dit qu'au nom du développement économique et notamment au nom du développement touristique de notre région, il est difficile de tirer un trait sur cet aéroport. Mais il faut changer et transformer son modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des personnes qui viennent à l'aéroport et qui partent dans les pays du Sud pour leur voyage. Et je souhaite qu'on fasse venir de la population du Nord, de l'Angleterre, des pays scandinaves, du Nord de l'Allemagne, et qui s'arrêtent chez nous et qui viennent dépenser de l'argent chez nous, à Dijon, à Dole, dans le Jura, dans les caves bourguignonnes, dans les lacs jurassiens. Donc il y a un modèle à transformer et c'est ce à quoi nous travaillons. Après, vous m'avez parlé de la suppression. Alors, on n'a pas supprimé de halte à Frasnes, parce que vous avez parlé de Frasnes, je voudrais parler de Frasnes, parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui au niveau régional qui est extrêmement grave pour notre région, c'est la suppression d'une desserte TGV que nous avons apprise de la part de la compagnie Lyria, dans laquelle la SNCF a 70% des parts, et à Frasnes, donc il y aurait, comme à Dijon, comme à Dole, une desserte TGV en moins. Et là, nous nous battons parce que s'il commence à y avoir des dessertes TGV qui sont supprimées sur cet axe-là, qui est le massif franco-jurassien, qui est la proximité avec la frontière suisse, on commence à tourner le dos à notre région, puisque cette desserte qui est supprimée, elle est remplacée par une desserte qui passe par Genève et par Bourg-en-Bresse pour aller à Paris. C'est le début du contournement de notre région, c'est pas admissible.
Et c'est pour cela que je mène une mobilisation très forte sur toute la région. David Juste Guittet, 2 minutes, monsieur. Le point de vue des entreprises et des entrepreneurs là-dessus, on parlait de co-construction tout à l'heure sur des politiques de transport. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Est-ce que il y a des demandes que vous avez là-dessus? Complètement, et on est totalement d'accord pour co-construire, et au contraire, on s'est rencontrés plusieurs fois avec Madame Dufay et avec les équipes d'une manière globale. Je vais revenir sur l'aéroport avec une autre façon de voir les choses, sans doute, c'est d'envisager finalement des échanges avec d'autres bassins économiques d'une manière globale. Vous parliez du tourisme, évidemment, c'est aussi faire venir des gens qui consomment ici, mais finalement, quand on regarde et qu'on analyse les grands aéroports d'une manière globale à l'échelle internationale, généralement, on est à 1h30, 2 heures de notre destination, dans tous les déplacements touristiques et ou économiques. Donc, nous pensons qu'un aéroport à l'échelle régionale n'a pas de viabilité économique. Si nous étions une entreprise pour le gérer, on ne le ferait pas comme ça. En revanche, il y a un aéroport et un hub formidable qui s'appelle Roissy-Charles de Gaulle, qui est complètement accessible, avec un axe qui peut partir de Lausanne, passer par Besançon, ensuite Dijon, Montbard, et finalement irriguer toute la région, voire, pourquoi pas, Belfort et Mulhouse, qui existent aussi. Et là, c'est une discussion énorme à avoir avec les acteurs économiques sans doute et les acteurs politiques auprès de la SNCF. J'ai vu très récemment qu'il y avait sans doute une surreprésentation, une saturation de la ligne Paris-Lyon. Il ne faudrait pas que nous soyons sanctionnés sur notre région au profit de Paris-Lyon. Et ça, c'est un danger majeur. Et au contraire, qu'on en demande encore plus en termes de cadencement pour aller sur Roissy-Charles de Gaulle et faire de l'économique, d'une manière globale, une priorité. Une réponse rapidement? Il y a déjà eu des essais et ces essais n'ont pas été concluants parce que la population n'était pas au rendez-vous. Mais j'entends bien, ce sont des éléments de débat que vous amenez, effectivement, je les entends bien. Pendant qu'on est sur les transports, l'économie, je voudrais donner la parole à Thierry Chalmin, qui est le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Saône. Pourquoi la Haute-Saône? Parce que c'est le département de Bourgogne-Franche-Comté qui a le plus souffert de la sécheresse lors de l'été dernier. Alors je voudrais savoir comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé, et vous, ce que vous attendez de la région. Ça s'est passé effectivement mieux que l'épisode climatique, qui s'est, lui, très mal passé en Haute-Saône, c'est sûr. Il reste quelques petits réglages à faire, Madame la Présidente, sur votre capacité à intervenir d'urgence, cette fois-ci sur cet événement climatique. Il faudra qu'on en reparle. Moi, je veux simplement dire que sur cet épisode, comme sur beaucoup d'autres politiques agricoles, proximité égale efficacité, quoi. Donc une région à l'écoute des territoires, à l'écoute de leurs besoins, c'est une nécessité impérieuse. Mon sentiment dans la partie agricole, c'est que les 3 ans qui viennent de s'écouler, ça a été quelque part les fiançailles de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Et que maintenant, il faut qu'il faut que nous passions au mariage. Pour preuve, c'est qu'en agriculture, il y a eu beaucoup d'agglomérations, des politiques bourguignonnes et des politiques franc-comtoises, les unes à côté des autres. Maintenant, je crois que dans les années qui viennent, il nous reste à mouliner tout ça, conjuguer tout ça pour faire vraiment une politique régionale, grande région. Donc le chantier reste complètement ouvert. Vous allez passer le micro à votre voisin, donc, qui est Jérôme Gaujard de la Confédération paysanne. J'aimerais donc que vous posiez vos questions à Marie-Guy Dufay et qu'elle nous fasse une réponse globale sur l'agriculture. Oui, je suis un peu le maître des horloges, il faut aller assez vite. Oui, bonjour. Je voudrais tout de suite aborder une question d'actualité parce qu'on sait bien que l'agriculture est une agriculture aidée et que la région Bourgogne est autorité de gestion mais n'est pas très puissante financièrement face à ces enjeux-là. On sait qu'elle soutient autant qu'elle le peut, elle l'a fait pour le plan sécheresse. Je voudrais poser une question au sujet de l'agriculture biologique. On arrive à la suppression de l'aide au maintien pour les agriculteurs qui étaient déjà en agriculture biologique. La région a soutenu par une année de transition pour éviter que les gens soient dans la panade. Et on entend dire aujourd'hui que le gouvernement s'apprêterait à réduire la durée de conversion. Ce que je souhaiterais savoir, c'est est-ce que la région Bourgogne-Franche-Comté est prête à se battre pour qu'il y ait une aide au maintien de l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'une aide qui soit pérennisée dans le temps, parce que la société nous attend, la demande est là, mais les agriculteurs qui sont en agriculture biologique doivent être reconnus par tous les aspects positifs qu'apportent leurs pratiques.
Marie-Guy Dufay, votre réponse. Déjà, l'agriculture biologique, elle bénéficie de fonds européens conséquents par le biais de l'aide à la conversion. Les agriculteurs qui se convertissent ont une aide pendant 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Je ne sais même pas si ce n'est pas 5 ans. C'est 5 ans. Donc pendant 5 ans, il y a une aide à la conversion. Et cette aide, on avait un petit peu peur de ne plus avoir suffisamment de moyens d'ici les nouveaux programmes européens. Or, on a réussi à organiser les choses pour que ces moyens sont là. Donc il n'y aura pas de baisse pour les agriculteurs qui se convertissent. L'aide à la conversion de 5 ans, elle ne sera pas réduite. Et on se bat dans les années futures pour les nouveaux programmes pour que ça soit maintenu et peut-être même amplifié. On entend parler partout de nécessité de verdir la politique agricole. Donc les bio, ils ne vont pas être mis en difficulté. Après, ce que vous posez comme question, c'est au-delà des 5 ans de conversion, est-ce qu'il peut y avoir toujours une aide au maintien, Alors là, normalement, on peut estimer qu'au bout de 5 ans, les agriculteurs qui ont été aidés rentrent dans le paquet normal et bénéficient de toutes les aides qu'il y a par ailleurs, que ce soit sur la modernisation de leurs bâtiments, sur différents investissements, où là, on a aussi des budgets importants. Mais on a l'agriculture bio complètement en vigilance. Quand nous demandons au lycée de faire en sorte que dans les cantines, il y ait 50% d'alimentation de proximité, dont 20% de bio, c'est bien pour pousser à la consommation d'agriculture bio et pour pousser cette agriculture bio. Donc, elle fait intrinsèquement partie de nos programmes. Vous le savez, puisque nous avons un dialogue conséquent avec les 2 interprofessions de Bourgogne et de Franche-Comté, un dialogue positif. Mais par contre, jamais nous ne mettrons en place, nous, régions, une aide spécifique au bout des 5 ans pour continuer, comme ça se faisait auparavant, et ça a été supprimé par l'État parce que nous n'en avons pas les moyens. Alors, je vous coupe parce qu'il nous reste 20 minutes d'émission et on est bien sûr battu par le temps. Je me tourne quand même vers vous pour terminer sur l'agriculture, Hélène Pélissard, parce que certains ont peut-être remarqué que François Sauvadet, au Salon de l'Agriculture, avait fait remarquer qu'il souhaitait que la compétence agricole revienne au département. François Sauvadet, président de votre groupe d'opposition. Voilà. Et par ailleurs, président du conseil départemental de Côte-d'Or. Voilà. De votre point de vue aussi, vous partagez ça? Écoutez, on ne devrait pas parler d'agriculture ici. Oui, Madame Dufay vient de répondre. Vous avez parlé de fiançailles avec la région, mais les fiançailles, c'est pas avec la région, c'est avec l'ensemble des collectivités. Vous comprenez, François Sauvadet a tout à fait raison. Nous avons les départements et la région préparé un plan où tout le monde paye, que ce soit les départements ou la région, pour soutenir la filière agricole. Je suis ici, je n'entends jamais parler de ce que les départements apportent au plan de Madame Dufay. Et bien évidemment, les départements sont parfois un peu irrités de voir que la région tire toujours la couverture à elle. Alors ça, c'est un premier point, et je voulais le souligner, c'est quand même très dommage. Le plan d'aide aux agriculteurs, c'est un plan régionaux-départemental. Et ça n'est jamais dit. Moi, je voudrais aussi revenir très rapidement sur les aéroports. Alors, les aéroports, madame, je vous rassure tout de suite, ça n'est pas la région qui paye pour l'aéroport de Dole, c'est le département du Jura. Nous avons, vous avez une contribution extrêmement faible pour aider cet aéroport. Il y a un sujet sur les aéroports, je suis bien d'accord avec vous, il faut remettre ça sur la table et voir si on peut avoir un aéroport qui soit un aéroport viable sur ce territoire, mais certainement pas 2. Sur la politique, l'autre politique des transports, moi je vous donnerai un satisfecit parce que je pense que la région fait son travail en matière de transport. Il y a une chose, Madame la Présidente, à laquelle il faudra qu'on fasse très attention, c'est que dans tous les territoires ruraux, on puisse avoir accès à des billets de train et la fermeture des gares et la fermeture des guichets est une catastrophe pour la ruralité. Ça, alors peut-être avec des maisons de services publics aidées, on parlait aussi des buralistes. Il y a très bien avoir la parole, je suis obligée de vous interrompre. Dernière chose, parce que c'est un dossier extrêmement important, c'est la commu, et j'aurais peut-être utilisé une partie de mon temps. Madame, je voudrais vraiment vous dire, sur la commu, quand vous nous dites il faut que les présidents d'université s'entendent, oui, Monsieur Rebsamen a fait une erreur considérable avec cette
cette publicité qu'il a faite ici à Besançon, mais vous avez votre part de responsabilité et je voudrais vraiment que vous vous mettiez devant vos responsabilités s'agissant de la commu. D'abord, cette région, vous l'avez voulu, M. Rebsamen ne l'a pas voulu. Il aurait fallu anticiper un peu avec les présidents de région pour préparer cet ensemble universitaire régional. Et puis, deuxièmement, vous donnez 33 millions par an à l'université pour fonctionner. Monsieur Rebsamen, s'il veut travailler tout seul, madame, je vous demande de lui supprimer les subventions de l'université de Dijon. S'il veut travailler tout seul, il paiera tout seul. Bon, alors, on va donner la parole à Julien Audeul, et puis après vous nous ferez une réponse groupée, Marie-Guy Dufay. Oui, sur les transports, on va revenir sur les transports. Il faut que les Bourguignons et les Franc-Comtois sachent que la fusion, c'est plus d'impôts sur la mobilité. On l'a vu avec le matraquage des automobilistes, avec l'augmentation de la carte grise. On le voit aussi avec l'augmentation des abonnements TER. Ensuite, sur la proximité, puisqu'avec les suppressions de guichets de gare, donc dans certaines gares rurales, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes pour l'achat des billets. Et puis les conditions aussi de transport au niveau de la sécurité qui s'est profondément dégradée. Après, sur le ticket mobilité, je pense qu'il faut rendre aussi au Rassemblement national ce qui appartient au Rassemblement national. Ça a été une proposition de notre groupe proposée aux orientations budgétaires, au budget que vous avez refusé de manière tactique. Bon, vous allez y concéder pour le mois de mars, c'est une bonne chose, mais je pense que ça aurait pu être en commun et un travail concerté. Sur l'agriculture, moi je souligne le manque de volontarisme de la région, de votre majorité, sur la défense, la promotion des circuits courts. Puisque dans nos cantines, les cantines de nos lycées, nous ne sommes pas encore à 50% de produits de la région. C'est totalement inadmissible. Nous avions proposé au groupe Rassemblement national qu'il y ait 100% de viande et de légumes issus des territoires de la région pour, encore une fois, favoriser nos agriculteurs. C'est une priorité. Il nous reste 15 minutes d'émission. On voudrait parler un peu de transition de climat et parler des entreprises. Sur l'agriculture, il y a eu la sécheresse. Ça a été dramatique dans notre région. J'ai voulu qu'il y ait une seule voix qui parle, la voix des territoires, la voix de notre région. Et quand je dis la région, c'est dans son ensemble, Hélène Pélissard. Vous savez que j'ai demandé à ce que la région travaille avec tous les départements et avec toute la profession agricole pour qu'on ait un plan massif d'intervention. Je pense qu'on a été la seule région de France à avoir ce plan massif. Et moi, je suis plutôt fière qu'on ait pu avoir cette voix où enfin région et département travaillent ensemble, parce que le président de la Chambre départementale d'agriculture de Haute-Saône a raison. C'est vrai que la complexité institutionnelle fait que ça a été compliqué. Je crois que maintenant, c'est derrière nous, cette complication. On sait qu'on ne peut faire face à des enjeux importants qu'en étant ensemble et soudés. Et le premier enjeu pour l'agriculture maintenant, c'est la question du réchauffement climatique, de la prévention des aléas climatiques. Et donc, c'est travailler massivement sur la recherche, sur les nouvelles techniques de production. Et là, nous avons introduit dans cette région une pratique qui était une pratique franc-comtoise. Elle est devenue une pratique pour l'ensemble de la région, c'est de travailler par filière. On ne peut être efficace avec l'agriculture que si on travaille par filière. La filière du lait standard, la filière bovine, la filière des céréales, la filière bio aussi, par filière. Ce qui ne se faisait pas en Bourgogne. Donc, on y va, on est résolu, mais l'agriculture, c'est vraiment la question de demain. Quelle agriculture de demain? Plus sobre en consommation d'eau, plus robuste pour résister aux aléas climatiques. Et là, notre enjeu, il est vraiment sur la recherche. Allez, on avance et on va parler un tout petit peu de climat, Claire Mallard, d'énergie et de climat. On va essayer de parler de ça et on va parler des entreprises, bien sûr, et de la façon dont la région peut jouer un rôle. Il nous reste un quart d'heure d'émission, donc on va essayer de structurer ça proprement. Claire Mallard, bien, peut mieux faire la région? Je vais quand même répondre sur les aéroports, excusez-moi, mais de toute façon, ça fait partie de l'urgence climatique. Juste pour Madame Pélissard, justement, l'urgence climatique, c'est quoi? C'est aujourd'hui de mettre l'argent sur les transports du quotidien, les transports non polluants, donc les trains. Donc le peu qu'on met, c'est de toute façon une aberration, surtout quand on a des aéroports internationaux à proximité. Voilà, je voulais quand même vous le dire. Il faut le dire. Voilà, après, sur l'écologie et la transition énergétique. Sur la question de la transition énergétique, je crois qu'il faut saluer l'objectif d'une région à énergie positive en 2050.
Ça, c'est quelque chose de positif. Néanmoins, face à l'urgence climatique, aux attentes des jeunes qui sont soucieux de leur avenir et qui vont faire la grève pour le climat, à tous les marcheurs du climat, je crois qu'on a besoin de politiques qui soient cohérentes et courageuses. Alors, 2 minutes. Donc là, on note quand même des contradictions. Alors, en matière de politique énergétique, il y en a une importante. Donc, vous poursuivez une politique énergétique satisfaisante, initiée par les élus écologistes sous les mandats précédents. Je pense au dispositif EFILOGI, au plan Bourgogne Bâtiment Durable. Mais alors, j'ai une question fondamentale. Allez-vous coûte que coûte installer un climat tropical dans une zone de montagne et dans une zone tempérée avec les énergivores Center Park qui, de plus, vont menacer la ressource en eau alors que les périodes de sécheresse vont s'intensifier? Alors, je signale juste pour Center Park, il y en a 2 qui sont prévus en Franche-Comté, donc un en Bourgogne et un en Bourgogne et en Franche-Comté. Un en Bourgogne, un en Franche-Comté. En Franche-Comté, c'est à Poligny. Donc, il y a une opposition farouche contre ces Center Park. Vous répondez quoi? C'est un vrai sujet de débat. Moi, j'ai posé des conditions écologiques et des conditions financières, une faisabilité financière qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous, et effectivement des conditions écologiques par rapport à la préservation de la ressource en eau. Mais aujourd'hui, on n'en est même pas à l'étude de ces conditions-là, parce qu'on est sur des questions de PLU et de réglementation qui font qu'aujourd'hui, les deux dossiers sont complètement enlisés et on n'est pas encore en situation de me répondre sur les conditions que j'ai mises. Mais moi, enlisés, c'est le mot que vous venez d'utiliser. Oui, on peut le dire comme ça, ces dossiers sont enlisés. Et moi, je ne soutiendrai pas un projet de Center Park qui, par ailleurs, peut être intéressant pour le développement économique et la création d'emplois locaux, si les conditions que j'ai mises au niveau écologique et au niveau de l'ingénierie financière ne sont pas résolues. Il n'y aura pas de Center Park en Bourgogne-Franche-Comté? Pas tout de suite. Alors, vous parliez d'économie, justement, c'était la suite de ce dont on voulait parler, pour essayer de savoir si le Conseil régional, comment il accompagne et comment il prépare finalement le monde qui vient, parce que c'est ça aussi, ça fait partie de vos compétences. David Buttet, vous attendez quoi, vous, du Conseil régional dans la vie des entreprises et dans la préparation peut-être à ce qui va venir? Écoutez, on attend beaucoup de choses, mais à la fois, on se débrouille tout seul. L'entreprise, elle a quelque chose de particulier. C'est que c'est un animal en transition permanent et qui subit, en règle générale, tout ce qui peut se passer au niveau politique pour ensuite créer la valeur, puisque la seule et unique création de valeur, à notre égard, en tout cas, elle est créée par les entreprises. Donc, il faut pouvoir travailler ensemble. Moi, d'une manière globale, sur certains des débats qu'on peut vivre ce matin, je dirais, j'ai mal à ma région de temps en temps, parce qu'on a des atouts formidables sur notre région. Des atouts dans le tourisme, dans le vin, dans la gastronomie, dans beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en avant. Peut-être que c'est une forme de communication aussi à recréer tous ensemble pour être fiers de ce qu'on fait. Peut-être qu'on ne l'est pas assez dans notre région à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui. Peut-être aussi être beaucoup plus en proximité. Les entreprises sont naturellement plus facilement en proximité entre la Bourgogne et la Franche-Comté que d'autres organisations, puisque de toute façon, c'est une logique financière et économique à la fin qui vient sanctionner. Pas les frontières, en fait, on ne connaît aucune frontière, mais même au-delà de la frontière de la Bourgogne-Franche-Comté, bien évidemment. Je parlais des aéroports tout à l'heure, ça nous semble juste simple et pertinent pour aller faire du business à l'international, de passer par un hub international qui n'existera jamais en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut être lucide. Bref, mais au-delà de ça, c'est se dire, travaillons ensemble, beaucoup plus que ce que nous faisons. Essayons de mettre des entreprises et des entrepreneurs dans toutes les organisations qui peuvent exister pour des décisions globales. On peut participer à ça et au contraire, et on est prêt à le faire. Et puis, il y a une notion d'employabilité. Il y a beaucoup de pertes d'emplois. On en a parlé sur certaines régions. Alors qu'il y a à l'inverse énormément de chefs d'entreprise qui ne trouvent pas de salariés à recruter. Qu'est-ce qu'elle peut faire la région pour ça? Le premier problème, effectivement, pour le développement des entreprises, chez nous, mais comme dans toutes les autres régions, c'est la question de l'accès aux compétences. C'est la question des recrutements. Aujourd'hui, les entreprises ont des carnets de commandes que des fois, elles sont obligées de refuser parce qu'elles ne trouvent pas les personnes dont elles ont besoin. Donc nous avons un plan massif de formation. Grâce à l'État, on peut critiquer l'État sur certaines choses, mais d'autres reconnaître que l'État fait un effort sans précédent qui n'a jamais été fait depuis 40 ou 50 ans sur les questions de formation. Et donc nous sommes plus de 200 millions. Oui, aujourd'hui, nous avons 200 millions, plus de 200 millions d'euros dans les 4 ans qui viennent pour des programmes massifs de formation, pour aller chercher des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont jamais eu accès à la formation et pour opérer ce lien avec les besoins des entreprises, les besoins traditionnels, parce que ce n'est pas que le numérique qui a besoin de nouvelles compétences, il y a besoin traditionnels, de soudeurs, de fraiseurs, de chaudronniers. Et là, on touche après un problème culturel qui est le déficit de notre population par rapport au métier de l'industrie. On a mal à notre industrie. Et moi, ça me fait très mal dans une industrie, dans une région aussi
puissante que la nôtre au niveau industriel. On ne croit plus à notre industrie alors qu'on peut y faire carrière, alors qu'on peut y être heureux. Et là, c'est vraiment un problème culturel qu'on travaille avec tout le milieu patronal, avec le rectorat, pour faire prendre conscience qu'il y a vraiment un avenir dans notre industrie. Vous allez passer le micro, si ça ne vous dérange pas, à Philippe Pillot, donc, qui est syndicaliste force ouvrière, qui travaille chez Alstom. Alstom a 3 sites en Bourgogne-Franche-Comté, Belfort, Ornans et Le Creusot, si je ne m'abuse. Et vous aviez justement une question à poser par rapport à la politique ferroviaire et aux entreprises. Oui, alors, ex-Alstom, parce que j'ai fini ma carrière, mais je continue à travailler dans la filière ferroviaire pour la fédération FO. Et donc, le contrat de filière va être signé à la fin du mois à Lille. Et vous avez vécu toutes les difficultés d'Alstom et les différentes péripéties. Je crois qu'on aurait besoin quand même, et je constate aussi que l'industrie a des difficultés, qu'on travaille ensemble, mais également les organisations syndicales, qu'on est souvent oubliées. On a eu du mal à vous rencontrer sur ce dossier. Vous aidez Alstom, vous passez des commandes et c'est très bien. Vous aidez Alstom dans la recherche et le développement et c'est très bien. On a un problème de formation, c'est clair. On a eu une étude faite par l'UIMM et on sait que le ferroviaire a un avenir parce qu'au niveau environnemental, on aura à créer des emplois. Et derrière, on a quand même des difficultés à recruter. Et là, je vous rejoins tous autour de la table. Comment fait-on pour être acteur et pas spectateur? Et j'aimerais savoir ce que vous souhaitez mettre en place pour justement nous aider à recruter et à faire vivre nos entreprises et créer nos emplois. Ah ben pour le recrutement, c'est clair. On a des appels à projets toutes les semaines pour monter des formations qui correspondent aux besoins que les entreprises nous ont fait remonter. Et ce qu'on faisait depuis 3 ans ou 4 ans est multiplié par 3 ou 4 actuellement. Donc là, on met le paquet le plus possible. Pour Alstom, je voudrais dire que la région, la contribution de la région, au-delà des 400 millions d'euros d'investissement auxquels nous avons procédé depuis une dizaine d'années pour le renouvellement du matériel, nous sommes engagés dans le train hydrogène. Et là, nous avons poussé les feux avec Alstom pour que probablement une des premières lignes qui accueillera un train hydrogène en 2022, je crois, ça soit chez nous, ça sera en Bourgogne, sur Auxerre-La Roche. Donc, on pousse les feux de la recherche, on pousse les commandes, et puis pour la formation, on travaille régulièrement avec les chefs d'entreprise pour savoir quels sont leurs besoins et mettre en face effectivement les formations nécessaires. Et ça, on le multiplie. Donc, c'est le sujet presque numéro 1. C'est vraiment la responsabilité première de la région. Mais comment dire, réconcilier les parents, les jeunes, les professeurs aussi, avec le monde de l'industrie, ça ne se fait pas en quelques mois, ni même en quelques années. C'est vraiment un processus de 10 ans. Mais moi, je vois, avec le recul, par rapport à il y a 5 ans, des sections d'apprentissage qui formaient et qui forment à l'industrie et qui ne trouvaient pas preneurs, recommencent à trouver preneurs. Donc ça veut dire qu'il y a une petite bascule qui commence à se faire. Mais là, c'est vraiment un gros travail culturel. Oui, vous avez parlé de filières agricoles, il y a aussi les filières industrielles. Ah ben oui, absolument. La Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté est quand même la 2e région au niveau ferroviaire des entreprises, après les Hauts-de-France. Eux, ils ont un comité régional de filières ferroviaires. Et je pense que là aussi, il faut qu'on travaille par filière. Alors sur la filière ferroviaire, je voudrais quand même dire qu'on a mis en place un pôle industriel au Creusot pour la maintenance du ferroviaire avec le Mecatim Cluster, où là, grâce à l'investissement de la région, on est en train de développer des emplois pour la maintenance ferroviaire dans toute la France. Et c'est unique en France, le Mecatim Cluster. Donc il nous faut, sur l'économie, être à la fois sur l'industrie,
sur l'industrie lourde, sur l'industrie automobile, sur l'industrie ferroviaire. Il nous faut être aussi près de toutes les start-up qui se développent dans le domaine du numérique, parce que l'avenir, il est quand même beaucoup là. Et on a des pépites extraordinaires, en Bourgogne comme en Franche-Comté. Hein. Vous avez entendu parler ces jours-ci du lancement de la carte e-diabète. Hein. C'est une start-up bourguignonne qui est derrière. Nous avons à Besançon Covalia, OnFitline, enfin beaucoup de start-up qui développent des produits qui sont des produits de demain. Et quand on va à l'extérieur, dans les grandes conventions d'affaires, hein, puisqu'on pousse beaucoup, on aide beaucoup les start-up à se faire connaître à l'extérieur, ben on se rend compte que la délégation Bourgogne-Franche-Comté, elle n'a pas à rougir. Elle est toujours très, très conséquente. Le vivier des start-up largement issu de l'université, d'ailleurs. Il nous reste 2 minutes et j'avais fait miroiter à Sandrine Descentes que j'allais lui redonner la parole sur le numérique, mais elle voit bien à mon regard que je ne vais pas lui redonner. Juste un tout petit peu, parce qu'on est à 2 minutes de la fin de l'émission, un tout petit peu une question politique, Marie-Guy Dufay, quand même, parce que voilà. Si on se base sur les premiers sondages des européennes, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, vous allez dire c'est un peu brutal, de la représentativité de votre majorité? On sait aujourd'hui que le PS pèse un peu plus de 5% dans les sondages, LR est à 13%, pas beaucoup plus haut, voilà. Est-ce que ça vous pose question, ça, d'être élu à la tête d'une majorité qui aujourd'hui ne représente plus vraiment le paysage politique du pays? Oui, il y a la transition numérique, il y a la transition écologique, il y a aussi les transitions politiques. Hein. Ça, c'est clair que la famille à laquelle j'appartiens, elle est en pleine transition, en pleine évolution. Mais vous savez, nous avons un plan de mandat. C'est notre ciment. Nous nous sommes fixés des enjeux au niveau économique, au niveau écologique, au niveau aussi de la fraternité, faire de cette région une région fraternelle par la culture, par le sport. Eh bien, nous nous y tenons et cela nous permet effectivement de dépasser cette question. On n'est pas au sein de la conduite de l'action régionale sur des enjeux politiques, parce que sur le développement local et le développement régional, ce n'est pas ça qui prime, ce ne sont pas ces enjeux politiques. Maintenant... Mais vous aviez appelé à voter Emmanuel Macron quand même, il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, mais ça ne change rien à la conduite des affaires régionales. Et le 26 mai, pour les élections européennes, vous allez voter PS ou D'abord, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire maintenant pour qui je vais voter, parce qu'on est quand même dans un brouillard très très complet. La famille à laquelle j'appartiens n'a pas encore de liste, n'a pas commencé sa campagne. Moi, je souhaiterais pouvoir donner ma voix au PSE, hein, au Parti socialiste, enfin au groupe du Parti socialiste européen. Ça va être votre conclusion, Marie-Guy Dufay. Je suis obligé de vous arrêter, il nous reste 20 secondes, l'émission est terminée. Le sujet n'est pas épuisé, bien sûr. Nous arrivons à la fin de ce numéro exceptionnel de Dimanche en politique. Merci à vous tous et toutes d'être venus contribuer à ce débat. Merci Marie-Guy Dufay de nous avoir accueillis ici. Et merci à vous de nous suivre nombreux tous les dimanches. Et restez avec nous pour la partie nationale de Dimanche en politique. Bon dimanche, au revoir. Au revoir et merci.